record du monde actuel de kite à 107,3 km/h. Faire des compétitions avec que des gens super cool, tu te tires la bourre sur l'eau et puis à terre, tu vis des bons moments, tu fais la fête. On va faire la base de vitesse la plus rapide du monde. Ok. En toute humilité. J'ai rebondi 150 mètres avant de t'arrêter et j'ai fait 2 passages chez mon kiné pour qu'il me remette les cervicales en place. On aimerait faire le record de vitesse en 2023-2024. D'accord, ouais, donc ça, c'est demain. C'est demain. Est-ce que vous avez déjà rêvé de battre des records du monde ? Moi oui, Alex Kézergue lui l'a fait plusieurs fois et il travaille maintenant à construire l'engin de voile le plus rapide du monde. Un projet qui aura aussi un gros impact sur le transport maritime et les enjeux environnementaux qui vont avec. Je m'appelle Antoine de Joibert et je vais interroger des gens inspirants qui trouvent l'équilibre entre leur job et leur passion. Cet épisode est sponsorisé par personne parce que je fais pas assez d'écoute pour intéresser les marques. On n'oublie pas de s'abonner, de mettre une note sur les plateformes qui le permettent et de partager l'épisode à un ou une pote, ça motive un peu quand même. Bisous. La médiocrité commence là où les passions meurent. Alex Kézergue, bonjour. Bonjour. C'est hyper sympa de me recevoir à Marseille, dans tes bureaux. J'avoue que je pensais pas, mais je suis un peu impressionné. Parce que je te suis depuis quand même maintenant un certain nombre d'années, comme beaucoup de gens qui aiment les sports nautiques. Bon, on va parler un petit peu de ton parcours, de ta vie, de ton projet, bien sûr. Hein, j'articule mes podcasts, mes épisodes de manière assez facile d'habitude. Hein. On parle de toi, de où t'as grandi, comment est née ta passion, et puis ensuite ton projet actuel, et puis ce qu'on peut te souhaiter pour le futur. J'ai toujours un petit jeu que je m'amuse à faire quand je prépare mes épisodes, c'est de regarder sur Google, taper le nom de la personne sur Google. Est-ce que toi tu l'as déjà fait ? Ouais. Ouais. Bon, d'habitude j'aime bien trouver des homonymes, là j'en ai pas trouvé. Il y a pas d'autres Alex Kézergue en France qui ont des choses notables. Par contre, quand je suis allé sur Google, je suis tombé sur ta page Wikipédia. Ce qui est pas mal. Qui est plus trop à jour d'ailleurs. Ouais, alors il paraît. Enfin, en tout cas, je suis tombé sur ton site ensuite et j'ai vu qu'il y avait quelques différences. C'est marrant, ouais, t'as toujours un site Alex Kézergue que t'entretiens ou c'est... Ouais, parce que j'ai quand même, j'ai pas totalement arrêté ma carrière de kitesurfer pro. Ouais. Donc j'ai des partenaires qui me suivent encore. Ouais. Notamment NJ avec qui je participe toute l'année à l'NJ Kite Tour. Là. Ouais. Et du coup ça fait le site internet il est là avant tout pour centraliser un peu les grosses news. Je me fais encore quelques tentatives de record aussi, on met des vidéos en ligne. C'est vrai qu'il est beaucoup moins actif, je suis plus actif maintenant sur les réseaux sociaux mais la page est encore vivante. D'accord, ok, bah ouais, c'est ça. J'ai vu ton site, j'ai vu donc des vidéos et des interviews. Bien sûr, je suis pas le premier à te rencontrer et on le verra plus tard, notamment grâce à ton palmarès et puis un projet hyper inspirant. J'ai vu aussi que t'étais bon en communication parce que t'es sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook. On est obligé aujourd'hui. Ouais, et ces premières questions que je me suis notées, c'est pour un pro rider. On voit que tu maîtrises pas mal la communication. Dans le kitesurf qui est un sport de niche qui maintenant est connu du grand public mais c'était pas le cas il y a encore une dizaine d'années. C'est venu après ta carrière ça, la gestion des réseaux, ou c'est pendant déjà tu devais le faire? Alors c'était ça a toujours été un des points importants dans ma carrière. Moi je viens du monde du market, j'ai fait une formation de marketeur. Ouais, on va y venir. Donc je me suis en gros vendu, j'étais le produit que je vendais à des partenaires donc ou à des clients donc c'était un peu l'évidence de faire attention à la communication. J'ai toujours essayé d'avoir une démarche un petit peu sérieuse. Typiquement, j'ai démarré avec un dossier de partenariat pour aller démarcher des partenaires, puis la création d'un site internet. Il n'y avait pas encore Facebook à l'époque. Et puis les réseaux sociaux sont arrivés. Et puis voilà. Ouais. Mais t'es toujours Facebook te permet de rester en contact avec la communauté, comme Instagram permet de poster du contenu un peu qualitatif. Twitter, c'était beaucoup plus pour être en relation avec des journalistes ou des médias que j'avais envie de suivre. Ouais. Donc voilà, et LinkedIn, c'est bien sûr aujourd'hui, ça fait encore plus de sens. C'était déjà le cas, donc un réseau professionnel pour
trouver ou démarcher des partenaires. Aujourd'hui, c'est la même chose que je fais. J'utilise LinkedIn pour rencontrer des clients ou des partenaires pour Sirocco ou des sponsors. Ouais, ok. C'est pas depuis que t'es CEO de Sirocco que t'as un compte LinkedIn. Non, par contre, les lignes, elles ont changé dans LinkedIn. les emplois, non, ça a un petit peu évolué. Ok, trop cool. Bon, comme je disais tout à l'heure, on est à Marseille. Alors bien sûr, on va te présenter, mais bon, on viendra plus tard sur ta carrière et nos auditeurs comprendront qui tu es. Là, tu nous reçois dans tes bureaux à Marseille. Déjà, pourquoi Marseille ? Moi, je suis un enfant du pays. Ouais. Je suis né à Marseille. J'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Port-Saint-Louis-du-Rhône, qui est à l'embouchure du Rhône, qui est à 50 minutes d'ici. Et j'ai fait mes études à Marseille. Donc quand j'ai décidé avec mes associés de créer Sirocco, c'était un peu l'évidence de venir s'installer à Marseille. On a regardé un petit peu pas mal d'endroits en Europe, dans le nord de la France justement. Ah marrant. Mais ouais, je prêchais un peu pour ma paroisse et bon, on en parlera tout à l'heure, mais on a vraiment un intérêt économique à venir s'installer ici à Marseille. Il y a il y a plein de choses qui font que c'est évident de installer Sirocco ici. Ouais, le nord de la France, je pense que tu l'aurais mal vécu. Niveau climatique, ça aurait été problématique. Ah non, mais c'est flagrant. Moi, la chaleur humaine, je dis pas, mais le climat, voilà. Non, mais je viens d'arriver en train depuis Paris. C'est hallucinant. À chaque fois que j'arrive à Marseille, je me dis, mais quand même, c'est indécent le temps qu'il fait ici. Bah ouais, aujourd'hui, il fait grand soleil 14 degrés, alors qu'à Paris, je crois que il fait 4. Ah, on voit pas le ciel. On voit on voit un plafond gris. Ouais. Ça m'étonne pas. Bon, il y a des fois où il fait pas beau à Marseille, non? Oui, aussi, j'imagine bien, mais quand même. Bon, t'es né le 14 mars 79, donc t'as 43 ans aujourd'hui. Pas encore. Ah non, bientôt, oui, le 14 mars. Le 14 mars, donc tu as 42 encore. Tu as 42, pardon. Ouais. Quelle insulte, je te vieillis alors que... J'ai pas besoin de ça. Non, t'as pas besoin de ça. Mais encore sportif de haut niveau après 40 ans. C'est pas dans tous les sports qu'on peut dire ça. Ouais, après j'ai moins d'activités sportives que ce que j'avais il y a encore 5 ans. Ouais. Mais pour moi, c'est aussi une évidence de maintenir une condition physique au top. Ouais. Et même pour ma santé mentale. Ouais. Dans la vie de tous les jours, je pense que c'est indispensable. Ouais, on y viendra plus tard, mais c'est une question qui m'intéresse, c'est qu'en effet, t'as dû avoir une hygiène de vie pour le sport et des choses. Et aujourd'hui, tu diriges une entreprise, j'imagine que le temps est compté du coup pour garder cette hygiène de sportif de haut niveau. Et ça, c'est des choses qui m'intéressent. Ouais, donc tu m'as dit Marseille, puis Port-Saint-Louis. Enfance comment Ouais, génial. Génial. Ouais. Tout le temps dans l'eau. Ouais, tout le temps dans l'eau. J'ai mes parents qui sont venus s'installer à Port-Saint-Louis, donc ils étaient tous les deux dentistes. Ouais. Ils sont venus s'installer à Port-Saint-Louis parce qu'ils faisaient tous les deux de la planche à voile. Et ils cherchaient un endroit où ils pourraient faire grandir leurs enfants dans un lieu à la fois proche de la nature, proche de la mer, où ils pourraient pratiquer des activités sportives en lien avec la mer. Donc on a grandi dans cet endroit qui est un petit peu particulier parce que c'est à la fois un endroit qui est coincé entre le port autonome Fos-Marseille et la Camargue. Donc on a un petit peu ces deux côtés. Mais on regardait toujours plutôt à droite, tourné vers la Camargue. On a des espaces, des plages. On a la plus grande plage de sable après Marseille, à l'ouest de Marseille, qui fait 7 km. Bref, le lieu parfait pour pratiquer les activités sportives nautiques et grandir, quoi. Bah, c'est intéressant, ouais. Donc il y a des grandes plages autour de Marseille pour un gars du Nord et de la Normandie comme moi. On a toujours l'impression, moi je suis déjà venu faire du kite à Marseille et tu te dis putain, faut partir de la plage entre deux rochers, c'est hyper compliqué en fait. Marseille c'est quand même très compliqué. Tu navigues vraiment en ville. Ouais. Port-Saint-Louis, c'est des grands espaces, on a des grandes baies qui sont plutôt fermées et plutôt safe d'ailleurs. Du coup, enfance cool dans l'eau entre la Camargue et Marseille. Et du coup, ma question, c'est déjà t'étais un enfant hyperactif ou pas plutôt du tout discret, plutôt Pas du tout. On est tombé dedans quand on était petit. Hein. Mes parents, on vivait 6 mois de l'année à la plage, donc très souvent dans l'eau. On aimait ça. On a fait de la planche à voile, on a fait du wakeboard, on a fait de la chasse sous-marine, on a fait de la pêche à la ligne. Bon bref, mais jamais
J'ai jamais été un sportif dans l'âme, tu vois, je faisais du sport parce que c'était marrant et que c'était là mais j'ai jamais fait de compète ni rien, et en l'occurrence j'aimais pas ça. Ah ouais. Quand j'étais jeune, et du coup c'est vrai que quand j'ai découvert le kite et que j'ai découvert la compétition, j'ai découvert quelque chose j'ai chopé ce virus là de la compétition, ce qui m'était jamais arrivé plus jeune, quoi. On y prend goût en performant, quoi. Ouais, on y prend goût en performant, et aussi tout un style de vie qui va avec. Ouais. Et qui était juste incroyable. Du coup, parcourir le monde, faire des compétitions avec que des gens super cool. Tu te tires la bourre sur l'eau, et puis à terre, tu vis des bons moments, tu fais la fête, tu partages vraiment des expériences sympas, quoi. Trop bien, ouais, j'imagine. On va revenir un peu là-dessus. Bon, du coup, les gens qui nous écoutent et qui sont pas forcément familiers avec le monde nautique ont compris maintenant que t'as une carrière de pro rider dans le kitesurf. Donc le kitesurf qui est, je le rappelle au cas où, un sport nautique qui permet de glisser sur différents supports et tracté par une aile. Ce qu'on appelle une aile, c'est une voile. Comment un cerf-volant. Un cerf-volant, c'est vrai, t'as raison. Un cerf-volant gonflable. Exactement, voilà. Un cerf-volant gonflable. Et c'est un sport qui évolue énormément. Et aujourd'hui, on va y revenir, mais ça permet de se diriger vers des innovations qui vont avoir un impact dans d'autres industries. Et c'est ça qui va nous passionner aujourd'hui. Et du coup, tu découvres ce sport en 2002. Je vois ça sur ton site. Ouais. Et ça me fait plaisir parce que t'es mon premier invité qui a jamais fait d'autre chose que sa passion, c'est-à-dire t'as été marketing commercial dans le sport nautique. Tiens, d'ailleurs, ça t'a apporté quelque chose d'abord avant de parler du kite, la carrière de commercial. Ça m'a aidé beaucoup au tout début de ma carrière de sportif. Ouais. C'est que du coup moi j'étais côté professionnel. Vente de matériel. Ouais. Donc j'étais en contact avec toutes les marques que tu pouvais imaginer de matériel de kite. Oui. Donc en même temps, je pouvais essayer tout ce qui était possible et imaginable d'utiliser. Donc j'ai énormément navigué avec beaucoup de matériel. Et quand il a fallu que je trouve un premier sponsor kite, j'avais déjà des contacts chez des marques, et j'ai pu démarrer une collab avec notamment la marque F1, qui m'accompagne encore aujourd'hui. Qui est basée à Montpellier. À Montpellier, ouais. Okay. Donc c'est la marque française. Aujourd'hui, ils sont numéro 2, numéro 3 mondial. Donc c'est devenu une très belle marque. Et c'est vrai que quand j'ai démarré, ça m'a servi cette expérience de commercial. Bah ouais, j'imagine. Et puis même maintenant que t'es dirigeant d'entreprise, on y reviendra, mais ça peut être une expérience qui peut être utile. C'est un peu lointain. Ouais, ça fait longtemps maintenant. Ça fait 20 ans. Ok. Bon, non, mais c'est une question que je me demandais. Bon, du coup, tu découvres le kite en 2002. Et donc, assez tard, puisque tu t'avais fini tes études de marketing. Avant, t'étais sur d'autres supports de sport nautique. Ouais, vite fait. Ouais. Planche à voile, windsurf et wakeboard. Ouais. Ça allait pas au-delà de ça. Et alors, il y a une question que j'adore poser aux gens que je connais qui font du kite depuis maintenant plus de 20 ans. Est-ce que tu peux raconter un peu à mes auditeurs les conditions du kitesurf en 2000 en termes de sécurité et parce que c'était hyper rudimentaire. Ouais. On avait des ailes avec lesquelles on ne pouvait pas gérer la puissance. Ouais. Donc, en gros, c'est comme si t'étais tout le temps bordé. Ouais. Donc il fallait bien choisir la bonne taille de voile. Et déjà, il n'y avait pas beaucoup de tailles de voile disponibles. Ouais. Mais donc il fallait bien choisir la taille de voile dès le début. Et ensuite, t'étais un peu à bout de bras. T'avais toute la puissance à bout de bras. Impossible de réguler cette puissance-là. Donc, tu gérais que la direction. Et les systèmes de sécu étaient plutôt très rudimentaires. Donc, mais il y avait des systèmes quand même. Il y avait des systèmes. Tu pouvais lâcher la barre. Et l'aile, normalement, quand ça se passait bien, ça coupait, l'aile tombait et ça coupait une bonne partie de la puissance. Pour que les gens imaginent, on est vraiment relié à un grand cerf-volant qui fait entre 7 mètres carrés et 12 mètres carrés ou plus. Surtout ici à Marseille où le vent change rapidement, on peut se retrouver dans des situations délicates. Mais mon père et mon frère ont démarré
plus tôt que moi et eux ont vraiment essuyé les plâtres du tout début, quoi. Ouais. Moi, quand j'ai démarré, quand j'ai voulu me lancer et faire mes premiers boards tout seul, j'avais les premières ailes à ce qu'on appelle à bord déchoqué, où là, on pouvait gérer la puissance, où il y avait 4 lignes. Ouais. C'était déjà plus évolué. Mais c'est vrai que l'apprentissage, je l'ai fait en aile de ligne et c'est très sport. Ouais, pour que les gens comprennent, moi quand j'ai démarré le kitesurf, il y a des sécurités maintenant hyper simples, hyper sophistiquées. En 2 temps 3 mouvements, on peut larguer le matériel et du coup ne pas se faire traîner sur des mètres ou se retrouver coincé dans des situations de grande solitude. Donc non, c'est toujours intéressant d'en parler parce que moi moi je sais qu'à l'époque je pense que ça m'aurait découragé du sport de se dire c'est extrêmement dangereux. C'était un vrai sport extrême, ça l'est toujours, hein, mais si ça ne faisait que te décourager. Ouais. Et que tu terminais pas sur le toit d'une bagnole ou dans la vitrine d'un restaurant. Oui. Malheureusement, c'est arrivé. Ouais. Mais c'était maintenant il y a 20 ans, les accidents aujourd'hui en kite, ça arrive de moins en moins. Même si, comme tu dis, ça continue d'être un sport extrême qui a besoin d'un apprentissage hyper sérieux. On a un réseau d'écoles magiques en France où tu peux apprendre le kite partout sur le littoral français. Et le passage, il est vraiment obligé par une école. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, je crois avoir vu des études qui disaient que la majorité des accidents en kitesurf, c'est plutôt dû à un excès de confiance ou une erreur de pilotage. En vrai, c'est pas un sport dangereux si tu fais ce qu'il faut. Si tu sais quoi faire dans telle situation. Voilà, le problème, c'est que souvent, quand t'as peu ou pas d'expérience, il y a des situations que t'as jamais vécues, où tu vas réagir de la mauvaise façon et ça peut très vite mal être se terminer. Ok, et donc, c'est quoi le moment déclencheur qui te fait basculer vers la compétition? Celui qui t'a fait te dire, ok, là, en fait, je peux gagner une compète, j'y vais. Alors, je peux gagner une compète, j'y vais, ça m'est jamais arrivé. D'accord. Par contre, me dire, ah ouais, là, j'arrive à faire cette vitesse à l'entraînement, alors que j'ai jamais fait de compète. Ouais, il y a peut-être un truc à faire en compétition. Ouais. Je me suis jamais dit, je vais tout casser, je vais devenir champion du monde avant même ma première compétition. Ok. Donc non, c'était en hiver 2004 et où je m'entraînais, je découvrais la vitesse avec mon pote Sylvain Morin, avec qui je navigue encore de temps en temps, et qui lui avait fait une carrière dans la vitesse en windsurf. Qui avait découvert la vitesse en kitesurf et un petit peu avant moi, et il avait fait sa première compète en 2004 justement, et moi j'avais été le voir et je m'étais dit putain ça a l'air extra, et du coup je m'étais entraîné avec lui et en avril 2005 j'avais fait ma première compète avec lui, et puis ça s'est plutôt bien passé. Je termine 10e de la compète, non 12e de la compète avec le 10e meilleur temps, mais une expérience extra, tu te compares aux autres, tu te compares à un chrono, l'ambiance géniale, le matériel, on en était au tout début. Ouais. Donc tout le monde arrivait avec des trucs qui se ressemblaient pas, fait maison ou fait par des shapers, hein, mais qui arrivaient avec des solutions vachement différentes, donc ça te permettait de voir un peu ce qui marchait, ce qui marchait pas, et c'était vraiment ce côté un peu super créatif et du coup c'est qui m'a donné envie de poursuivre. Ouais, donc c'est pas seulement juste le fait d'aller vite sur l'eau, mais aussi l'aspect matériel, chercher des solutions. Ouais, ou travailler avec des sponsors. Ouais. Moi je disais en 2005, j'avais un proto d'aile là de F1 déjà, et je me disais j'arrive avec une arme de destruction massive, tu vois, je vais tout éclater, et j'en étais déjà super content, tu vois. C'est des ailes qu'on réglait, donc il y avait ce côté travail de sur R&D sur le matériel qui était génial, en plus de ce côté vitesse, d'aller vite sur l'eau. Moi on en parlera, mais je suis passionné par la vitesse avec un grand V, quoi, peu importe le support. Et sur l'eau, ça a une autre dimension que sur la route ou dans les airs. Ouais. C'est marrant, c'est intéressant. Enfin, c'est genre chaque
chaque lieu a son intérêt, mais c'est vrai que quand tu vas vite sur l'eau, tu te rends pas forcément compte du danger que ça peut avoir et des enjeux. Ok, et là tu commences la compétition. Au-delà de la R&D sur le matériel, tu te dis ok, en fait je peux performer. Et est-ce que dès l'année 2004, tu te dis ok, pour performer, pour battre un record ou être le meilleur, je dois adopter une hygiène de vie particulière, je me mets au sport, ou à l'époque c'était encore un peu à l'arrache? Je crois que ma première compétition, donc en avril 2005, je me disais à l'époque, parce que c'était ce qui se disait dans la vitesse en kitesurf, vu que les mecs arrivaient tous de la vitesse en windsurf, où là il fallait être grand, lourd. Windsurf, c'est une planche à voile. Planche à voile, ouais. Et du coup, putain, je m'étais dit, il faut que je sois le plus lourd possible. J'avais fait un régime à la Super Size Me où j'avais été au McDo et je faisais 85 kilos. J'ai jamais été aussi gras comme un cochon. Là. mais donc ça s'est pas forcément avéré super payant. Donc non, après, mais non, l'hygiène de vie c'est venu quand même bien longtemps après. J'ai mis vachement de temps à. Ouais, ok. Au début, c'était plus découverte de cet univers de compétition, travail sur le matériel. On faisait quand même beaucoup d'entraînement sur l'eau. Et après, le physique, il est venu quand j'étais presque aux avant-postes et je me disais pour être le meilleur, oui, il va falloir travailler plus sur des secteurs que t'as pas l'habitude, sur lesquels tu travailles pas forcément. Donc préparation physique. Hygiène de vie, moi j'ai toujours été très gourmand, donc je faisais pas super attention à ce que je mangeais, mais typiquement les trucs bateaux de pas manger de viande à l'approche d'une compète, viande rouge, tout ça, ça oui, ça a été assez vite. Non, c'est un sujet qui m'intéresse parce qu'en effet, je pense qu'aujourd'hui le sport a évolué et si tu veux performer dans ce sport, j'imagine qu'aujourd'hui les athlètes doivent avoir des préparations sur d'autres domaines que juste l'eau. Et donc toi t'étais pas en mode Cristiano Ronaldo dès le début. Encore. mais c'est venu. Et tu es donc le premier homme du monde à franchir la barre des 100 km/h sur l'eau avec un engin à voile. Donc 100 km/h c'est 54,10 nœuds parce qu'on compte la vitesse en nœuds sur l'eau. Ouais. Ok. En 2010 où là on parle quand même de vitesse moyenne sur 500 mètres. Donc c'est pas ta vitesse de pointe. Et ça a été bon, avant, il y a eu des titres de champion du monde. Oui, c'est ça. Eu des records du monde. T'as été 3 fois champion du monde. 4 fois, même. 4 fois, mais. D'où le Wikipédia pas à jour. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. C'est champion du monde en 2007, 2008, 2009. Et 2017. Et, oui, 2017. Voilà. Ah, ok, c'est pas un record du monde 2017. Non. Ok. Et record du monde Si, c'est un record du monde aussi en 2017. C'est d'autres épreuves. Les records du monde, c'est sur des tentatives de record du monde. Et le titre de champion du monde, c'est ou sur où t'es vainqueur de la Coupe du Monde ou t'es vainqueur du championnat du monde. Ouais, sur un circuit annuel. Ok. Exactement. Ok. Et en 2017, j'ai fait les deux. J'ai fait nouveau record du monde de kite. Donc ça, un record que j'ai fait en Camargue. Donc pas très loin de chez moi, sur un canal de vitesse qu'on a fait précisément pour cet objectif-là. Ouais, et ça m'intéresse vachement, on y reviendra. Et puis record et titre de champion du monde à Oman, donc en juillet 2017, le 4e titre de champion du monde. Ouais, bon, un sacré palmarès, mais donc des records du monde battus. Ce qui est intéressant, et tu l'as dit, c'est qu'il y a des records de vitesse pure où on a enregistré un moment telle vitesse et il y a une moyenne sur 500 mètres. Il y a tout. Non, en fait, on n'est jamais chronométré sur une vitesse de pointe. Ok. En fait, les records du monde de vitesse à la voile, c'est toujours une vitesse moyenne sur 500 mètres. D'accord. Ou sur un 1000 nautique. Ok. Donc, t'as ces deux variantes là. Moi, j'ai quasiment fait que du 500 mètres. Et donc dernier record du monde actuel de kite à 107,3 km/h. Ouais. En 2017. 107. Aujourd'hui, il y a d'autres catégories de sport nautique. Enfin, je sais qu'il y a un bateau qui a battu ce record. Il y a qu'un bateau qui est devant. C'est ça, ouais. Il y a un mec tout seul avec sa voile et sa planche, il y a pas. Non. Il y a pas. Donc c'est Sail Rocket qui est
un engin à voile, ou tu t'appelleras ça un voilier, qui est à 121 km/h et qui a fait ce record en 2012. Ok. Donc, depuis 2012, on rame pour l'instant. essayer de, voilà. Pour l'instant, il a le record. J'ai cru comprendre qu'il y avait des projets dans les tuyaux. C'est ça. Alors, fait marrant, t'en as parlé, et ça, je trouve que c'est une super leçon à retenir pour les gens qui ont envie de se lancer dans la compétition ou qui se disent qu'ils ont des barrières à franchir. J'ai vu que donc l'un de tes records, tu l'as réalisé dans un canal que vous avez construit avec ton père. Ouais. Et vous êtes transformé en chef de chantier. Vous avez... Surtout lui. Hein. Surtout lui, le dentiste, il s'est retrouvé en conducteur de travaux. Non, une expérience assez extraordinaire aussi au milieu des salins. Donc un lieu où on produit du sel, donc à Salins-de-Giraud, en Camargue, et un endroit qu'on a trouvé en février 2012. Et un jour de tempête de Mistral, on arrive sur ce lieu qui est un peu fou, qu'on avait vu sur Google Earth, et on se disait, ah ouais, mais c'est exactement... En fait, mon père a cherché pendant 2 ans, en superposant mes traces GPS d'entraînement à Port-Saint-Louis, où est-ce qu'il pourrait trouver un endroit où on pourrait creuser un canal autour de Port-Saint-Louis, quoi. Qui réunissent toutes les conditions pour battre un record. Les conditions, l'angle, le bon angle, parce que finalement c'est l'angle du lieu qui est vraiment déterminant, et en fait il a trouvé cet endroit-là en plein milieu des salins, un étang à sec. C'est fou. Et ouais. Non mais ça c'est fou parce que comment ça se passe après pour mettre le truc en forme, c'est-à-dire que tu vas voir la mairie, tu dis salut les gars. Non, si tu vas voir la mairie, ça ils marche te disent jamais. non. Ouais. Non, là on avait été voir la direction des salins, donc c'est une entreprise privée, hein. Et on leur a dit bah voilà, il y a un endroit chez vous où on pense qu'on pourrait creuser un canal de vitesse. Qu'est-ce que vous diriez d'un échange en communication, vous ça vous fait un angle nouveau que vous pouvez utiliser en com, ça vous coûte rien, on améliore la berge d'un étang que vous utilisez de temps en temps. Voilà, est-ce que ça vous pose problème? Et finalement, on montre que qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. On signe la convention et puis en octobre 2012, on se lance dans les travaux. Pareil, donc tu fais appel à un géomètre. Ah oui, quand même, vous êtes fait entourer d'une équipe. Géomètre, conducteur d'une pelle mécanique, une première entreprise de BTP qui vient avec sa pelle mécanique, qui est pas du tout faite pour ça, et elle tombe à moitié 3 fois dans l'étang pendant qu'elle fait les travaux. On se retrouve avec un canal pas très bien creusé, avec des hauts, des bas. Bon bref. C'était pas super génial. Vous êtes des fous quand même, parce que c'est-à-dire qu'à l'époque, vous aviez déjà une vision à un tel point que vous vous êtes dit avec ton père, on va se faire notre spot d'entraînement et puis on s'en fout quoi. On prendra une entreprise qui connaît rien. Alors c'est même pas on va se faire notre spot d'entraînement, c'est on va faire la base de vitesse la plus rapide du monde. Ok. En toute humilité. Donc on arrive et du coup on démarche une autre entreprise qui vient là avec une pelle mécanique beaucoup plus performante, avec de la visée laser, et là les mecs ils nous font donc on creuse, pour expliquer aux gens, on creuse au pied de la berge de l'étang un canal qui fait 8 mètres de large sur 800 mètres de long. Donc 8 mètres de large, on pouvait pas faire plus large, hein. C'était la longueur du bras de la pelle mécanique. D'accord. Et la pelle mécanique pouvait pas aller de l'autre côté de la berge parce que sinon elle s'enfonçait dans la vase. Donc ils ont creusé ces 800 mètres de long par 8 mètres de large. Et puis ensuite on a fait les salins ont rajouté de l'eau qui a fait qu'on s'est retrouvé avec un canal apparent super bien protégé par le vent, parce qu'on avait une espèce de butte qui protégeait qui protégeait du clapot, et du coup on s'est retrouvé avec le canal parfait. Alors c'était quand même un pari, hein, parce qu'on s'est dit tu peux pas bouger l'angle du canal une fois que c'est creusé. T'as très peu de marge de manœuvre, et on s'est dit bah voilà, on sait que le vent très fort, le Mistral, il souffle avec cet angle là, c'est l'angle parfait. On creuse le canal pour qu'il ait l'angle parfait pour le jour J, et puis après tu croises les doigts pour que tu rencontres ce genre de conditions météo. Qui est pas sur le lieu un Mistral qui est 15 degrés d'angle de plus ou de moins, et où là ça marche pas du tout. Ah ouais, d'accord.
Donc c'était un peu un pari, mais effectivement, en 2012, on faisait nos premières tentatives et je fais la meilleure perf je fais la deuxième meilleure perf de l'année derrière mon copain Rob Douglas sur ce spot-là. Ouais. Donc c'était juste là content quoi. C'était juste fou quoi. Vous avez financé ça vous-même ou? Alors on a eu la chance. À l'époque, j'étais en partenariat avec Volkswagen. Ok. À qui j'ai vendu le projet. Ouais. Qui était fan et du coup ça s'est appelé la Volkswagen Transporter Arena et du coup ils nous ont sponsorisé le lieu, ils ont pris le naming du lieu et puis voilà, l'aventure était partie. Ouais. Comme quoi, on peut trouver des sponsors pour les projets les plus fous, parce que j'imagine que les gars, fallait s'accrocher pour leur vendre un truc comme ça. Bah ouais, fallait arriver. Alors, à l'époque, j'avais déjà un palmarès qui tenait bien la route. Ouais. Eux on était en partenariat déjà depuis plusieurs années. Ils avaient envie qu'on fasse un record du monde en France. C'était quand même un projet de dingue. On était, à l'époque, moi je traversais le monde. J'allais en Namibie pour faire les records. Et je passais à chaque fois un mois de l'année, un mois et demi même. En stand-by météo loin de tout et l'idée c'était de se dire en fait t'as tout ce qu'il faut en France pour faire la même chose si ce n'est mieux, tentons le coup en France et ils ont embarqué dans l'aventure. Trop bien, super coup de pub en tout cas pour les spots français. Et c'est toujours le lieu le plus rapide du monde sur l'eau en kite. Je savais pas, intéressant. J'allais te demander un peu de décrire la vitesse, la sensation de vitesse. Avant, une question, il y a des femmes qui ont un record de vitesse? Ouais. Ouais, il y a Charlotte Consorti qui est qui est ma teammate chez F1. Ouais. Qui est la femme la plus rapide du monde. Elle a pas de bateau de navigatrice qui est devant elle, donc c'est plutôt cool. Elle a un record un peu plus de 50 nœuds, je sais plus exactement combien, mais mais elle a fait aussi elle aussi une très très belle carrière dans la vitesse. Ouais. Ok. Ouais, mais elle fait Maintenant, elle fait plus du strapless, freeride, du strapless, de la wing. Ok. Sous les cocotiers. Voilà. Mais elle a raison. Elle a drôlement raison. Ok, intéressant. Je me suis posé la question parce que mais t'en as parlé. Il y a une question de poids. Je me suis dit, ça se trouve, les femmes ont un avantage à être plus légères, mais en fait non. Vaut mieux être lourd. Ouais, en fait, il y a pas vraiment, non. Il y a pas de règle. Je te disais ça au début, c'est ce qu'on pensait qu'il fallait être lourd. Non, et non, en fait, il y a pas vraiment de. T'adaptes la taille de la voile par rapport à ton poids. Ok. Et du coup, alors ma question suivante, elle était peut-être un peu maladroite, mais j'ai demandé comment ça se passe une fin de carrière de kitesurfer, parce qu'en fait, tu m'as dit que la carrière n'est pas terminée encore. Moi, je pensais que tu avais un peu raccroché pour le projet actuel qui doit être très prenant. C'était par rapport à l'hygiène de vie, j'imagine. Enfin, il y avait toute une organisation derrière ta carrière de sportif. Un jour tu te lèves et tu te dis le prochain projet c'est Sirocco. C'est pas venu, c'est ce qui est marrant, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai toujours un pied dans la carrière pro de kite, mais tu peux pas te lever du jour au lendemain et dire on passe à autre chose. C'est venu très naturellement. Ça a pris, ce projet Sirocco, il a pris de plus en plus de place dans mon agenda hebdomadaire, voire quotidien, et du coup ça laisse de moins en moins de place pour de l'entraînement sur l'eau ou du développement de matériel. Mais il y a encore beaucoup d'intérêt à ce que j'ai un pied dans le kite pour le projet qu'on fait aujourd'hui de créer l'engin de vitesse le plus rapide du monde sur l'eau propulsé par le vent. On est aussi en lien avec l'industrie du kite, donc non, il y a encore beaucoup d'intérêt. Après, c'est vrai que la partie sportive aujourd'hui, je la compense plus avec des séances de prépa physique avec un préparateur physique sur j'allais dire dans une salle de muscu ou une salle de sport, que du temps passé sur l'eau à faire évoluer du matériel. Même si on passe du temps aussi sur l'eau avec l'équipe Sirocco, mais c'est plus tout à fait le même sport. Ouais, non, j'imagine. Ça doit être intéressant. On en parlera juste après. Mais ouais, il y a pas eu de transition brutale. Ok. Ça se fait, ça se fait naturellement. Le fait que je puisse faire encore l'NG Kite Tour, par exemple, c'est 4 épreuves par an réparties sur l'année, donc c'est pas énormément de temps dépensé. Et par contre, c'est à chaque fois l'occasion de parler de mon projet, de mon équipe, peut-être trouver des prochains stagiaires qui vont venir
vont venir chez Sirocco ou débaucher des gens. Donc non, c'est assez cool et l'univers du kite, c'est un univers qui est assez magique et qu'on quitte pas si facilement que ça. Ouais, j'imagine. Bah écoute, on va pouvoir glisser doucement sur Sirocco. J'avais une dernière question, justement au moment où tu commences ta transition de athlète de haut niveau à entrepreneur, même si pour moi un athlète de haut niveau c'est un entrepreneur, mais en tout cas gérant d'entreprise. Tu vivais des sponsors à ce moment-là? Ah bah complètement. C'était alors en vitesse, nous c'est quand même la vitesse en kite, c'est une niche au sein du kite. J'allais dire le sport la discipline la plus populaire, c'est le freestyle. Ouais. Mais je pense que je faisais partie dans le kite de ceux qui vivaient le mieux du kite. Ouais, d'accord. Tout simplement parce que c'est la discipline vitesse, c'est une discipline qui rayonne au-delà du milieu du kite. Et avec les titres de champion du monde et surtout les records du monde, j'ai fait des parutions presse dans à peu près tout type de presse, de support. J'ai fait du Paris Match, j'ai fait du TF1. Claire Chazal, elle a parlé, je sais pas, elle a fait elle a lancé 3 sujets sur Alex Kézergue, donc non, c'était assez génial et du coup ça donne une valeur à ce que je faisais sportivement. Ça donne une valeur, j'allais dire commerciale, auprès de partenaires qui peuvent t'accompagner et te financer tout ou partie de ta saison. Donc j'arrivais à avoir à la fois un palmarès super valorisant, des retombées médias géniales, et du coup quand tu vas t'adresser à des Orange, à des Volkswagen, à des Honda, à des NJ, alors ils signent pas direct parce qu'ils ont une offre qui est quand même assez incroyable aujourd'hui d'offres de sponsoring, mais qui sont si tu communiques si tu communiques les bons messages, et si tu essaies et ça c'est peut-être mon passé de marketeur qui faisait que j'essayais avant tout de répondre à des besoins d'un partenaire plutôt que d'aller quémander ou me vendre ou me survendre les capacités de ma carrière. Donc ça c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que ton passé de marketeur t'a fait avoir le bon message auprès des marques pour tout de suite les toucher là où il faut. Essayer d'identifier un besoin chez un possible partenaire. Et ça, je pense que ça fait quand même la différence. La première fois que j'approche Volkswagen, à l'époque, ils étaient sponsors du Mondial du Vent à Le 4. Donc, qui était la compète emblématique de la vitesse, et c'était la première compète à laquelle j'avais participé. Je les approche, j'ai pas encore j'ai un titre, j'ai un titre de champion du monde. Et je les approche, on discute, donc je les rencontre sur le Mondial du Vent. Et eux me disent, ah oui, on essaie de toucher cette communauté, bien sûr, du kitesurf. On aimerait avoir quelqu'un qui soit notre ambassadeur, qui puisse nous communiquer les besoins d'un kitesurfer qui va sur des spots et qui aimerait avoir certains aménagements dans son van, etc. Et du coup, c'est parti de là. On a discuté produits, et le partenariat a démarré comme ça. Et puis en fin de compte, quasiment 10 ans plus tard, ils financent notre canal de vitesse, les tentatives de record, etc. Donc, ça a toujours été c'est toujours été des moments d'échange. Souvent, tu deviens copain avec la personne chez le partenaire, donc ça facilite plus les projets. Plus une relation aussi amicale de travail, même si c'est toujours tu vois, moi je me suis toujours mis des missions d'être sérieux dans ta démarche. Donc t'as un vrai contrat, tu fais des vraies factures, tu réponds, t'as un calendrier à respecter. Il y a des fois ça m'arrivait des fois de monter, je sais pas, une fois par mois sur Paris pour faire des réunions, etc. Il y avait pas encore de visio à l'époque. Voilà, ça fait partie du jeu. Tu passes au final la moitié de ta journée derrière un ordi. Ça aussi, c'est le jeu du sportif professionnel, je pense, qui veut être un peu sérieux. Ok. Et pas penser que c'est à lui être dû. Ça, je l'ai trop vu souvent. Je performe, donc vous allez me payer. Donc il faut que tu me sponsorises. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Hyper intéressant. C'est exactement là où je voulais en venir. C'est pour tous les gens qui veulent se lancer dans leur passion ou dans un sport.
il y a une manière d'en vivre et d'aller chercher de quoi financer son projet. Et là, je pense que tu passes un bon message. Bon, on va parler un peu de Sirocco, quand même. C'est bon, j'ai fini de te saouler avec ta vie et ce que tous les journalistes de France ont déjà fait avant depuis 10 ans. Vas-y, je te laisse expliquer le projet Sirocco. Comme ça fera une bonne introduction. On a parlé tout à l'heure de Sail Rocket. Sail Rocket, c'est l'engin aujourd'hui le plus rapide du monde sur l'eau. En 2012, il nous met une baffe, mais monumentale. Ouais. À l'époque, le kitesurf était l'engin le plus rapide du monde. C'était mon pote Rob Douglas qui avait le record. Ouais. Mon pote américain. Et il avait un record à 55 nœuds 65. Et là, Sail Rocket nous colle 10 nœuds. Ouais. Donc, il nous met une gifle monumentale. Ce qui est énorme sur l'eau. Énorme. Ouais. Et du coup, tout de suite, je me dis, mais jamais on arrivera à atteindre cette perf en kite. Ou sans prendre des risques inconsidérés, ou sans repenser totalement la vitesse en kite. Ça me paraissait déjà difficile et je me dis tout de suite, pour arriver à ces vitesses-là, il va falloir que tu sois en sécu dans un cockpit déjà. Ouais. Et concevoir un engin qui soit beaucoup plus efficace que ce qu'était le kitesurf de vitesse et ce qui est encore aujourd'hui le kitesurf de vitesse. Moi, pour faire 107 km/h, en gros, de vitesse moyenne, j'ai besoin d'un vent à 90 km/h. Donc, je suis pas très efficace. D'accord. Un Sail Rocket, pour faire 121 km/h, il a 40 nœuds de vent. Mm-hmm. Il multiplie par 3 la vitesse du vent quasiment. Donc en fait, c'est des engins qui vont plus vite que le vent. Beaucoup plus vite que le vent. Ouais. Même en kite, on va plus vite que le vent, mais on va à 10% plus vite que le vent. Ouais. Donc c'est pas vraiment. En tout cas, je savais qu'il fallait repenser le modèle et repenser le logiciel, changer de logiciel. C'est un truc un peu. Grosse remise en question, ça doit pas être facile. Grosse remise en question et en même temps, j'ai pas totalement arrêté. Je me suis pas dit le kite de vitesse c'est fini. Ouais. Mais je continue ma carrière de kitesurfer de vitesse, à me focaliser sur démarrer les tentatives de record sur la Volkswagen Transporter Arena là, en Camargue. Donc, c'était pas le moment de lâcher le truc. Ouais. Donc, on continue à faire monter le record kite jusqu'en 2017 où je fais 107 km/h. Mais en même temps, dès 2012, je me dis, il faut arriver à... Moi, comme je te disais, je viens du marketing ou du sport. Ouais. Donc, je suis pas un ingénieur capable de designer une Formule 1 des mers. Ouais, bien sûr. Donc, tu as besoin d'une équipe qui soit capable de faire designer ce type d'engin. Du coup, obligé d'assembler une équipe comme ça. Du coup, besoin de beaucoup plus de financement que ce que j'avais moi jusqu'à présent avec ma petite carrière de kitesurfer. Et du coup obligé de trouver des partenaires, etc. Donc j'en ai parlé un peu autour de moi et ça je pense que c'est un truc qu'on peut aussi dire et répéter, c'est si vous avez un projet dans la tête, c'est évangéliser le plus possible tous les gens que vous rencontrerez. On n'a pas ce réflexe là en France de dire ce qu'on fait et ce qui te passionne. Si peut-être parler de sa passion, ok, mais dire ce que tu fais professionnellement, c'est pas le premier truc qui vient à l'esprit. Ouais. Tu vas aux États-Unis, c'est plus cette mentalité-là où la personne, tu dis bonjour, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ouais. Et puis ça peut ouvrir des portes ou pas, hein, mais du coup, moi ça m'a permis d'en parler autour de moi. En parallèle, j'étais directeur sportif d'un think tank d'entrepreneurs qui s'appelle The Galleon Project. Ouais, bien sûr. Entrepreneur des startups tech françaises que j'emmenais un peu partout dans le monde faire du kite. Ouais, mais on va y venir. Échanger autour des bonnes pratiques et du coup quand j'ai présenté mon projet, il y en a certains qui m'ont dit c'est génial. Je mets un peut-être billet. qu'on peut t'aider. Ah non, pas tout de suite je mets un billet. Hein. Du coup c'est devenu, il y en a 2 qui sont devenus de mes associés sur le projet. Donc ils ont mis plus qu'un billet, ils sont dans l'aventure là. Ouais. Et puis ensuite assemblage de l'équipe. Fallait trouver un associé aussi qui ait ce bagage technique. Technique, ok. Ouais. Donc là on a trouvé Olivier là qui est aujourd'hui notre CTO et Yves aussi qui est lui qui s'occupe de la com et qui a bossé aussi dans les startups de tech. Donc, alors attends, t'as soulevé plein de sujets hyper intéressants. Le premier, et je trouve ça intéressant de le rappeler, c'est un peu le sens de mon podcast aussi. Moi, j'ai pas mal traîné dans les startups et c'est vrai que dans ce monde-là, tout le monde a envie de monter une boîte un jour, etc. Et il y a un message, c'est vrai qu'il faut marteler, je pense, en France, et tu l'as dit,
C'est quand on a une idée de projet, tu sais, souvent les gens ont le réflexe, ah non, je la garde pour moi, je veux pas me la faire piquer. Alors qu'en fait, c'est exactement la mentalité inverse qu'il faut avoir, et tu le prouves. Autant en parler un maximum autour de soi, ça va juste t'aider à accélérer ton projet. On s'en fout que quelqu'un essaye de te piquer l'idée. C'est piquer une idée, ou en tout cas vouloir faire la même chose, c'est faire 0,1% du projet et après faut tout faire. Et ça c'est un message que c'est bien, tu le rappelles, et je suis content parce que c'est un des objectifs du podcast. Et du coup, ça te permet pour le coup de ça, je l'ai dit précédemment, mais ça te permet de trouver des associés. Ouais. Parce que d'entreprendre tout seul, je C'est connais hyper pas dur. énormément d'entrepreneurs qui ont eu une idée fabuleuse et qui sont restés tout seuls une éternité. Donc trouver des associés qui vont combler des manques que tu as. Genre moi, j'étais pas spécialiste de la technique. Ouais, bien sûr. Donc voilà, ça te permet de te constituer ton équipe et au-delà de trouver des financements ou des clients. Et c'est vrai, t'en as parlé, c'est vrai que le monde du kitesurf fréquente beaucoup celui de l'entrepreneuriat. Comment t'expliques ça ? Moi je pense l'aspect financier, c'est un sport qui coûte cher, donc les entrepreneurs ou les gens qui ont les moyens, c'est pas que les entrepreneurs, mais voilà, ça peut, pour le grand public, ça représente un investissement de s'équiper en matériel. Il y a la porte ouverte vers de l'innovation. Est-ce que tu vois d'autres raisons ? Moi, je la connais, la vraie raison. Je pense que le kite, c'est le sport qui te procure le plus de sensations, le sport nautique qui te procure le plus de sensations le plus rapidement. Et de très fortes sensations. C'est quand même un sport qui permet de monter très haut, d'aller très vite sur l'eau, d'aller dans des grosses vagues. Bon, c'est pas tout le monde qui fera ça, mais ça permet. Et du coup, la courbe d'apprentissage, elle est exponentielle. C'est qu'à chaque fois que tu fais une nouvelle sortie, t'as l'impression d'être 2 fois plus fort que... Bon, du coup, ça implique aussi des risques et le fait d'avoir trop confiance en soi. Donc, jusqu'à ce que tu te prennes une bonne gamelle ou une bonne cartouche, t'as pas compris que c'était un sport qui était plus fort que toi. Mais je pense que c'est ça, c'est un sport qui procure énormément de sensations très vite. Les entrepreneurs, ils ont envie de... c'est souvent des gens qui aiment le risque, qui aiment l'adrénaline, qui aiment le roller coaster, le fait d'aller très haut et très bas très vite. Le kite, ça permet ça. Ça colle plutôt bien à cette mentalité, ouais. C'est vrai, prise de risque. Pour souligner ce que tu disais, en effet, et pour que les gens comprennent, ceux qui connaissent pas le kitesurf, en kitesurf, aujourd'hui, il y a des gens qui montent à 30 mètres de haut. Ils font des sauts à 30 mètres de haut. Donc, si on sait pas d'un point de vue technique comment redescendre, ça peut être fatal. Il y a des gens qui vont à plus de 100 km/h. Et c'est vrai qu'on l'a pas trop souligné sur tes records, mais 100 km/h sur l'eau, les gens qui prennent leur voiture vont à 100 km/h. Ça peut paraître normal. Sur l'eau, c'est extrêmement dangereux. L'eau, je crois qu'à cette vitesse-là, c'est comme du béton. Ouais, c'est la légende, ça. Ça, c'est la légende. Tu t'es déjà pris des... Ouais, je suis déjà tombé à l'entrainement à 100. J'imagine. À 100, ouais. Et 100, c'est quoi, tu rebondis un certain temps quand même avant de... Tu rebondis 150 mètres avant de t'arrêter et j'ai fait 2 passages chez mon kiné pour qu'il me remette les cervicales en place, mais c'est pas du béton où tu viens t'arracher le visage. Non, j'imagine que oui, ça mais ça doit faire bizarre. Ouais, c'est pas plaisir, quoi. Ok. Donc, tu m'as répondu sur l'entrepreneuriat et en effet, c'est le goût du risque donc et le fait qu'on puisse très vite avoir des sensations fortes. C'est un sport qui est accessible, c'est vrai, par rapport à la planche à voile qui est très technique, très dur. Bon, et donc là, Sirocco commence. Donc, tu as expliqué le départ du projet. Et là, donc, du coup, tu dis, j'ai trouvé des associés. Il y a une recherche de fonds qui se fait. Il y a un moment où tu te dis, OK, là, le projet prend de l'ampleur. Il va falloir qu'on trouve le pognon. Ou c'est venu aussi naturellement? Alors, la base, c'était quand même trouver un modèle, un business model. Ouais, alors ça, c'est clair. Parce que quand j'ai été voir mes potes entrepreneurs, ils m'ont dit, en fait, une aventure événementielle sportive, nous, on va rien pouvoir t'apporter en valeur. Ça rapporte que de la com, ouais. Et ça va être des revenus en sponsoring. Ça, tu sais très bien faire tout seul. On ne pourra pas forcément t'aider. Par contre, si tu as une idée de business model derrière ça, qui puisse faire perdurer l'aventure au-delà du record, là, on peut peut-être t'aider. On est spécialiste de financement de boîtes en hypercroissance. Voilà, comment tu vas faire accélérer ta boîte et la faire grandir, etc. Et donc, du coup, c'est parti de là. C'était quel modèle tu vas trouver pour que ton projet, il soit pas qu'un projet événementiel. Et c'était ça. C'était, on s'est dit, mais
en fait, toute l'innovation que tu es obligé de développer pour atteindre tes objectifs fous quand même. Un nouveau record du monde, c'était 122 km/h. Mais en fait, on se dit, on va pas faire 122, on va faire 150. Ouais, j'ai vu. Alors, j'allais le dire, sur le site, c'est assumé. Hein. C'est 150 km/h. Ah bah c'est la target parce que ça, en même temps, ça met tout le monde devant un challenge incroyable. Ouais. Et de se dire, c'est à cause ou grâce à ce challenge incroyable que tu vas arriver à développer de l'innovation et de l'innovation de rupture qui va permettre de faire potentiellement faire des résultats extraordinaires et changer le monde. Et c'est le modèle de Sirocco, c'est ça, c'est de se dire c'est grâce à ce type de challenge, donc c'est des challenges comme le tour du monde en avion solaire de Bertrand Piccard, c'est ou d'amener un homme sur la lune. En anglais, ils appellent ça des moonshots. Voilà. Ouais. Y a pas et on utilise ça dans notre com chez Sirocco, mais c'est grâce à ces moonshots que tu arrives à driver et à créer de l'innovation de rupture. D'accord. Et il est là le potentiel. C'est que si tu crées de l'innovation de rupture, pour attaquer certains marchés, potentiellement il y a du business, il y a du potentiel business à faire derrière. Ok, et donc là on te dit c'est sympa ton projet, mais t'iras pas plus loin que du sponsoring comme tu faisais avant. Si tu trouves un business model, et donc c'est quoi l'ambition du projet L'ambition c'est de se dire on va développer de l'innovation de rupture pour décarboner le transport maritime. Voilà, ok, trop et bien. Il est là le lien avec la mer, c'est que on a un challenge qui est d'être les plus efficaces sur l'eau propulsée par le vent. L'idée c'est on va développer des choses, on sait pas encore ce qu'on va. Alors avant la genèse de Sirocco, on savait pas du tout ce qu'on serait amené à développer pour le record, mais on se disait qu'il y avait un potentiel. Et dès qu'on a commencé à travailler sur le record, on a commencé à développer notamment une brique technologique qui était alors c'est un peu technique, mais c'est un petit logiciel qui s'appelle un VPP, Velocity Predictor Program, un programme de prévision de la performance et de la vitesse. Et du coup, cette brique techno, on l'a transformée en jumeau numérique aujourd'hui d'un cargo. Ouais. Mais ça pourrait être un navire de croisière, par exemple, un cargo transporteur de containers. Ouais. Et on arrive à reproduire la physique de ce cargo quand il évolue sur la mer. Et on simule les façons de propulser ce navire. Donc aujourd'hui, c'est tout bête, il y a une motorisation qui existe, qui sont des moteurs, des moteurs classiques, fuel, etc. Mais demain, le navire, il va avoir une propulsion hybride, électrique, il va avoir une propulsion hydrogène, il va avoir peut-être des voiles, ou des nouvelles propulsions type LNG ou carburant de synthèse. Ou des ailes de kite. Ou des ailes de kite. Quand je dis voile, c'est propulsion vélique au sens large. Ouais, ok. Mais potentiellement, le navire hybride, il va être beaucoup plus compliqué à piloter que ce qu'il est aujourd'hui. Quand ton capitaine, il navigue au doigt mouillé et il se dit ah là j'ai du vent de face, il faut que je mette plus vite. Ouais. Bon là, il y aura une vraie intelligence à bord des navires. Et ces navires, ils ont besoin d'un logiciel qui améliore l'efficacité énergétique, qui optimise l'efficacité énergétique, les consommations des navires, en gros pour les faire consommer moins et donc polluer moins. Ok. Donc on se dit que si on a une intelligence à bord de tous les navires, donc si on vend notre logiciel à tous les navires qui naviguent aujourd'hui, aux grandes compagnies maritimes transporteurs de containers ou aux grands croisiéristes ou aux plus petites compagnies, potentiellement il y a 10 000 navires de grande taille qui naviguent. S'il y a notre logiciel sur ces 10 000 navires, on peut avoir de l'impact. Ouais, carrément. Mais et d'ailleurs, tu me corriges si je me trompe, mais je crois que le transport maritime, c'est 2 ou 3e plus gros pollueur du monde, non ? Alors c'est un peu. C'est controversé. Pas forcément controversé, mais si tu rapportes ça au tonnage qui est transporté, le transport maritime, c'est 3% des émissions de CO2. D'accord. Mais c'est une courbe, d'ici 2050, on prévoit que le transport maritime, le volume du transport maritime va être multiplié par 4. Ouais. Et donc, une croissance de ces émissions de gaz à effet de serre.
Et du coup, en parallèle de ça, les navires, il va falloir qu'ils soient de plus en plus vertueux pour réduire que les courbes se croisent et que finalement, en volume, le transport maritime pollue moins ou impacte moins. Hyper bien. Donc le projet, quand même, il réunit, à mon sens, tout ce qui excite le monde en ce moment, c'est-à-dire la technologie, la data, une performance, de la vitesse, de l'extrême, et le côté développement durable, bien sûr, qui est un enjeu que tout le monde doit avoir aujourd'hui, j'imagine. C'est super. Enfin, du coup, c'est un projet, je pense que c'est facile. Enfin, ça facilite peut-être. Non, c'est plutôt le business model qui va t'aider à convaincre des gens d'investir dedans. Ouais. Mais en tout cas, il coche toutes les cases. Ouais, il coche toutes les cases et en même temps, c'est un projet hyper passionnant qui fait que tu arrives à emmener les gens que tu recrutes pour la technique. Que tu emmènes tes investisseurs, que tu emmènes des clients. Et du coup, c'est un projet qui mêle passion et technologie. Ouais. Et ça, pour le coup, effectivement, tu coches toutes les cases, mais surtout, tu t'excites les intérêts de tout le monde, quoi. Ouais. Et puis, moi, je fais partie d'une génération, et je pense encore plus ceux après moi, qui cherchent du sens dans ce qu'ils font professionnellement. Là, il y en a, quoi. C'est trop bien. Du coup, c'était un peu le message, moi, que... Quand je présente Sirocco, c'était que toute ma carrière pro de kitesurfer, j'ai fait 15 ans de carrière pro, on voyait toute l'innovation qu'on était obligé de déployer avec les ingénieurs pour faire des ailes et des planches de kite de plus en plus perfo. Mais au final, c'était quoi ce que t'apportes, le sens et l'impact que tu amènes? Pas grand chose. Okay. Si ce n'est inscrire ton nom dans l'histoire d'un sport, l'impact zéro, quoi. Et donc l'idée, c'était vraiment de mettre au service de la transition énergétique toute l'innovation que tu pouvais développer grâce à ces projets-là. Trop bien. Ok. Ouais, donc il y a une grosse dimension développement durable. Je sais pas, je sais jamais trop le bon terme à utiliser dans ces cas-là, mais écologie. Développement durable, parce que on essaie aussi de trouver des solutions qui soient viables au niveau business aussi. Tu vois, quand on dit de l'innovation durable, de l'innovation sustainable, il faut que ça soit sustainable pour le business aussi. Ouais. Parce que si c'est juste un investissement à perte, les clients, tu les chopes jamais. Et c'est quoi alors du coup là? En effet, c'est une question intéressante, c'est quand là on est vraiment dans la R&D. Vous avez un projet qui, j'imagine, a une vision long terme. C'est quoi la roadmap? Enfin, roadmap, c'est le plan de développement pour ceux qui écoutent. Aujourd'hui, est-ce que vous vous dites, allez, dans 10 ans, on a atteint notre objectif, il faut qu'on ait atteint notre objectif de vitesse, dans 20 ans, il faut que ça soit sur tant de navires, ou il faut qu'on l'ait vendu à tant de compagnies? Alors, on a deux pans. Pour le record de vitesse, on aimerait faire le record de vitesse en 2023-2024. D'accord, ouais, donc ça, c'est demain. C'est demain. Ouais. Mais du coup, la plateforme qu'on a développée là, qui s'appelle Sirocco Efficient Ship, qui est notre produit aujourd'hui qu'on commercialise, qui est notre logiciel, aujourd'hui, il est utilisé en design des navires parce qu'on en est à la phase où les transporteurs ils cherchent des nouvelles solutions pour créer des nouveaux navires. Demain, on veut que ce logiciel-là il soit à bord des navires. Donc là, du coup, ça scale, hein, comme disent les jeunes entrepreneurs qui ont faim. Donc, en gros, tu déploies ton produit, au lieu qu'il soit chez un transporteur où tu vends 5 licences, du coup il va être à bord de 500 navires par transporteur. Et l'idée c'est qu'après c'est de conquérir toute l'industrie du transport et ce sera de maritime. Ce sera de l'abonnement. Et c'est ce qu'on appelle une plateforme SaaS. Donc c'est une plateforme en ligne où tu accèdes à ton jumeau, le jumeau numérique de ton navire. Et tu connais comment va réagir ton navire. Donc ça c'est fou. Et après ce qui est dingue, c'est que ce logiciel-là, on peut en faire donc de l'optimisation d'efficacité énergétique. Mais demain, on peut simuler comment sortir du canal de Suez quand ton bateau il est tanké à l'intérieur. On peut simuler comment on évite de faire tomber des containers d'un navire en cas de tempête. Parce que tu arrives à reproduire vraiment la physique de ton bateau. Grâce à l'intelligence artificielle. Grâce à l'intelligence artificielle, grâce à toute
toute la donnée que tu as accumulée, la forme de ton bateau, son poids, ses dimensions, ses types de motorisation, et l'état de la mer, l'état des courants. Bon bref, il y a énormément de savoir et de données que tu vas arriver à. Il faut arriver à centraliser, traiter pour en tirer la quintessence. Passionnant. Je suppose que tu connais les gars de Time for the Planet. Ouais. Je sais pas si vous avez bossé ensemble. Pas encore. En tout cas, leur fondateur, enfin un de leurs cofondateurs qui s'appelle Arthur Aubeuf, il disait qu'au départ, dans une interview, il dit que en fait, quand ils sont allés voir des scientifiques sur l'état des lieux climatiques et de la planète, et que les scientifiques ont dit en fait les innovations elles existent pour inverser la tendance, ou en tout cas faire en sorte que ce soit moins grave que ce qu'on imagine. Le problème c'est qu'elles n'arrivent pas à passer à l'échelle, elles n'arrivent pas à scaler comme tu as dit, et ça c'est vraiment un sujet intéressant. Du coup vous avez un vrai projet avec un vrai modèle derrière qui on l'espère donc du coup sera mondial un jour. Et il y en a d'autres. D'ailleurs, est-ce que tu en connais d'autres, des projets comme ça qui cherchent à dépolluer, en tout cas qui méritent d'être mieux connus? Ah oui, après il y a tous les fournisseurs de solutions. Typiquement, on a parlé de l'assistance à la propulsion vélique, donc les voiles, les kites, les rotors, ça se développe. Tu peux mettre sur les navires, ça se développe. Nous, l'idée c'est que notre plateforme, elle permet aussi à ces fournisseurs-là de mettre, d'avoir le jumeau numérique de leur innovation. Ouais, bien sûr. Pour que les transporteurs, les architectes navals, ils puissent tester l'impact de ces innovations-là sur les routes qu'empruntent les navires. Donc vous, c'est pas tant sur le hardware, enfin sur le matériel. On va pas être fabricant de solutions. Ouais, c'est vraiment le logiciel qui va permettre de mieux utiliser ta solution. Exactement, c'est reproduire la physique de ton innovation et l'implanter dans un jumeau numérique pour voir quel va être l'impact tout de suite. Trop bien. Ah oui, voilà. Tu vois, j'avais pas compris ça, et du coup tu peux le vendre à du coup toutes ces startups qui se créent et qui veulent je pense à Yves Parlier, à d'autres qui créent des voiles de kite pour réduire la consommation de carburant des gros tankers, quoi, des gros bateaux. Eux pourront utiliser donc l'idée c'est aussi de leur permettre de montrer que leur technologie elle a un réel impact. Et quand tu dis de passer à l'échelle, c'est le plus gros point d'interrogation, le plus gros défi, c'est comment tu vas arriver à dire que sur le papier tu peux dire ça va faire économiser 10 à 15%. Mais ton transporteur de marchandises, lui, son cœur de métier, c'est de transporter des containers de la façon la plus sûre et la moins chère. Si tu lui montres pas qu'il y a un intérêt financier et un réel retour sur investissement de l'innovation, bien sûr, il va avoir du mal à signer le chèque. Donc, c'est là où je m'interroge, moi, c'est que tu te dis, votre innovation, elle peut prendre des années avant de trouver sa place sur un marché. J'en sais rien, hein. Peut-être que c'est plus rapide que ce qu'on imagine. Non, aujourd'hui on parle avec énormément de monde, et c'est vraiment, il faut se dire ça, hein, l'industrie du transport maritime aujourd'hui, c'est leur préoccupation principale, c'est réduire l'impact qu'ils ont sur l'environnement, donc réduire leurs émissions, et c'est au centre des préoccupations de tous les responsables R&D D'ailleurs, les gouvernements leur mettent la pression un peu, je crois. Il y a tout le monde qui met la pression. Ça va du client. Je prends l'exemple de Nike aujourd'hui, ou Adidas, ils ont la pression de leurs banquiers. Qui leur disent non mais comment vous transportez vos marchandises aujourd'hui qui arrivent de Chine vers les US ou vers l'Europe, montrez-moi c'est quoi votre démarche pour arriver au neutre en carbone. Et c'est la même chose pour t'as les clients des transporteurs de marchandises, t'as les transporteurs de marchandises eux-mêmes qui ont la pression de leurs financeurs, les gouvernements, on a l'IMO qui est l'organisme de régulation du transport maritime qui a mis ils sont tombés d'accord sur ils veulent diviser par 2 les émissions de CO2 d'ici 2050, et après t'as carrément des transporteurs qui disent non mais nous on veut pas diviser par 2, on va être neutre en carbone en 2050. Ok. Et là t'as les équipes qui cherchent toutes les solutions possibles pour arriver à la target, quoi. C'est un monde fascinant. En vrai, là, c'est bien d'être dans une industrie où tu dis il y a des énormes défis à relever. Et c'est maintenant. Oui, c'est maintenant, ok, bon, il me reste 3-4 questions. Comme on développe beaucoup, je vais peut-être en sauter une ou deux pour pas te mettre en retard. Juste qu'on explique une dernière fois, juste Sirocco, comment ça se matérialise. Donc c'est un engin, un cockpit fuselé comme un avion, si j'ai bien compris, c'est ça?
Ouais, une capsule. Une capsule. Ouais. Qui est sur un foil. Alors, la particularité du concept, c'est le concept de l'aile d'eau. Donc, on a d'un côté une aile de kite géante, Ouais. Donc un qui est grand notre cerf-volant. force propulsive, qui est reliée à une capsule qui ne touche plus l'eau, Ouais. qui abrite les systèmes de contrôle et les pilotes, Mhm. et qui est aussi reliée à un foil, donc une aile d'avion inversée, Sous-marine, voilà, ouais. sous-marine. Qui te permet de flotter au-dessus de l'eau, enfin de voler au-dessus de l'eau. Exactement. Et donc la capsule, elle est vraiment prise entre ces deux forces. La force propulsive du kite, la force antidérive du foil, et un alignement parfait des forces. Mhm. Donc vous trouverez la vidéo. Ouais, j'ai vu. La vidéo concept, elle dure 2 minutes, elle permet vraiment De tout comprendre. de visualiser le concept de l'aile d'eau. Ouais. Ok, ouais, et c'est assez impressionnant parce qu'on n'a jamais vu ce type d'engin sur l'eau encore. C'est une nouvelle forme de voilier. Ouais. Et aujourd'hui, ça avance bien en termes de. J'ai vu que vous aviez fait déjà les premiers tests. Il y a eu des choses sur l'eau. Alors on passe par une étape de prototype radiocommandé. Ouais. Je remercie mon équipe technique de pas vouloir me tuer tout de suite au premier crash. Hein. Il y a eu des crashs déjà. Crash du proto, il y en a tout à toutes les sorties. C'est bien. Donc, Façon non, SpaceX, quoi. Ouais, exactement. Bon, ça explose un peu moins fort, Ouais. mais donc on a un proto radiocommandé qui fait 2,40 m de long, Ouais. échelle 1/3 de ce que sera l'engin final, qui lui fera 7 mètres de long. Et donc notre proto radiocommandé, il est piloté à l'aide de télécommandes d'aéromodélisme qui contrôle le kite et le foil. D'accord. Donc le kite en l'air, le foil sous l'eau. Donc on a inventé des systèmes de contrôle. C'est assez dingue parce que moi j'ai piloté un kite pendant 15 à 20 ans avec mes petites mains et tout. En 1 heure, j'arrivais à piloter un kite avec une radiocommande en mode PlayStation. Quoi. Comme donc un drone, c'est complètement fou et on est super fiers en tout cas de l'équipe du résultat. d'avoir fait ça. Ouais. C'est combien de personnes qui travaillent pour Sirocco aujourd'hui ? 15. Aujourd'hui on est 15. 15. Intégralement basés à Marseille. À l'année. Ouais, qui sont qui sont salariés. Qui sont salariés et ou fondateurs, hein, parce que on est on est 5 associés, on est à fond dedans, comme si. Trop bien. Bon, j'avais noté quelques questions sur plutôt la vie perso, mais on n'est pas obligé d'en parler. Mais c'est vrai que je me dis entre une vie de sportif, d'entrepreneur avec un gros projet, la famille dans tout ça, la famille, elle est primordiale. Ouais. T'as des enfants aujourd'hui ? Ouais, je suis papa depuis le 30 novembre, tu vois, donc tout récent. Ok. D'une petite Margot. Marié depuis le mois de septembre avec Emmanuel, avec qui je suis depuis 3 ans. Ouais. Ça a pas trop chamboulé ta vie elle m'a connu kitesurfer intégral. Maintenant elle me voit chef d'entreprise, donc ça évolue, mais non je passe pas mal de temps au bureau. Je suis un peu moins quand même à la maison qu'avant, mais non, c'est une vie géniale et on est super content. T'arrives à trouver l'équilibre. Ouais. J'avais noté cette question parce qu'il y a dans d'autres interviews que j'ai vues de toi en préparant notre entrevue, tu disais que la famille avait été un vrai soutien dans ta carrière. Donc j'imagine que la famille c'est important pour toi. Et quand je dis quand on parle famille, il y a aussi mon père, mes parents et mes frères. Ils s'investissent un peu dans Sirocco ou... surtout non. Alors là pour le coup, ils ont chacun énormément à faire. Ouais. Mon père, il fait énormément de kite et de chasse sous-marine, donc lui il est plutôt investi là-dedans. Mais il nous suit en grand fan. Mes frères, ils sont vachement occupés. Et ma maman, elle nous fait des bons petits plats. Elle fait ses trucs à elle. Et non, j'ai aussi deux jeunes ados à la maison, Iris et Raphaël, qui sont les enfants d'Emmanuel, qui ont 13 ans et avec qui on partage de très bons moments aussi. Ok, bon, donc vie, en tout cas, t'arrives à trouver l'équilibre entre vie perso et vie pro. Complètement. Et c'est bon. Indispensable. Ouais, indispensable. Mais pas toujours facile. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai une entreprise, un podcast et 2 enfants. Et c'est vrai que parfois, tu te dis, oula, attends, faut oublier personne dans tout ça. C'est ça. Ça peut être vite sportif. 2 dernières questions. Il va y avoir les Jeux Olympiques. Merde, j'ai oublié où, mais il y aura le kitesurf. Les Jeux Olympiques de Paris. Oui, c'est Paris. Mais les épreuves de voile qui auront lieu à Marseille. Ouais, avec le kitesurf pour la première fois. Ouais.
Est-ce que tu es un peu investi là, dans cet événement? On est venu te demander ton avis? Alors, pas encore investi. Peut-être je serai commentateur, qui sait, sur les épreuves des JO kite à Marseille. En tout cas, non. Moi, je suis les membres de l'équipe de France actuelle. Je les soutiens. Je les croise sur quelques compétitions aussi. On a une génération qui est dingue, hein, qui seront, qui nous rapporteront, j'espère, 2 belles médailles. La France, on est bon dans ce. On est très très bon. Je pense que sur les 5 meilleurs mondiaux, il y a d'ailleurs 4 Français. Ouais. Donc on est très très bon. Après, moi j'aimerais bien faire un record du monde de vitesse juste avant les JO. Ça ferait un bon spotlight à Marseille. Et une occasion de parler de Sirocco au niveau mondial. Trop bien. Ok, donc les JO, on pourrait voir Alex Kézergue quelque part. Du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Bon vent. Un bon vent, c'est tout, ça suffit. Ouais, après le reste vient. Tant que la passion reste, continuer à ce que Sirocco grandisse, progresse, continuer à avoir une équipe qui grandit aussi avec des talents comme on a là. Moi je suis ravi parce que il y a pas que le sport, il y a pas que la com. Je veux dire, moi dans mon équipe j'ai des docteurs en physique, j'ai des hydrodynamiciens, j'ai des architectes navals, j'ai des développeurs web, des codeurs, bon bref, des gens qui sont beaucoup plus intelligents que moi sur beaucoup de domaines. et t'apprends énormément à chaque fois que je débarque au bureau ou au chantier. T'en apprends tous les jours. Trop bien. Bah écoute, c'est tout pour moi en tout cas. Merci pour ce temps que tu m'as accordé, ce long moment. Merci à toi. Et puis bravo pour ce projet. J'espère, moi je te souhaite le meilleur. En tout cas, s'il y a des gens qui écoutent ce podcast, et il y en a quand même. Moi, si j'habitais à Marseille, je postulerais direct chez Sirocco. Je sais pas si vous cherchez des gens, mais alors pour le coup, on cherche toujours des gens. Donc on a une adresse job@siro.co. Ok. Parce qu'on a un nom de domaine qui est quand même plutôt cool. syro.co. Et du coup, on cherche dans tout, dans financier, en com, même en des commerciaux. Ouais, parce que notre logiciel aujourd'hui, on a envie de le vendre, de le diffuser partout dans le monde. Donc la force de vente. Après des profils ingénieurs, méca, mécanique des fluides. Parce que c'est une question que je me pose souvent. En effet, c'est ces projets-là qui sont très R&D. Moi, exemple typique, j'avais postulé à l'époque chez Beyond the Sea, je crois, et puis je m'étais approché un peu de Airseas. Et à cette époque-là, ils étaient là, on a un responsable commercial qui est en fait le CEO, mais on a beaucoup d'ingénieurs parce qu'on est encore au stade de R&D et beaucoup de choses. C'était il y a un peu plus longtemps, hein. Mais là, du coup, c'est bien de savoir que là, il y a un projet qui peut déjà se vendre. Alors, comme tu dis, hein, la vente, on l'a fait. C'est plutôt nous qui la faisons. Nous qui la faisons sur les salons. Donc, quand je dis nous, c'est les représentants, les associés. Florent, qui est mon associé, qui s'occupe du commercial et tout, mais l'objectif c'est quand même d'avoir une équipe sales plus importante dans les mois qui viennent. Ok, voilà. Et ce sera bien noté pour tout le monde. Top. Merci beaucoup Alex et bon vent du coup. Salut. Yes, à bientôt. Et voilà, l'épisode est fini. Pour ceux qui ont tenu jusque là et qui sont pas morts, vous pouvez vous abonner et partager l'épisode. À la prochaine. La médiocrité commence là où les passions meurent.